Bonsoir et merci de votre fidélité à Niwa d'Info. Le Fonds monétaire international FMI annonce une croissance du PIB nigérien à hauteur de 10,6% en 2024 selon une déclaration faite samedi 1er juin 2024 par Antonio David qui a conduit une mission du Fonds monétaire auprès des autorités nigériennes à Niamey. Cette croissance à deux chiffres, ajoute la source, intervient après un ralentissement de 4,2% en 2023, année marquée, nous rappelons, par un coup d'État militaire. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Une augmentation du PIB après le coup d'État de 2023. Quels sont les facteurs clés qui ont contribué à cette croissance? Il faut se rappeler qu'au moment du coup d'État, il y a eu les dures sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Et bien sûr, ces sanctions visaient fortement ce côté économique, ce qui fait que si vous laissez un pays sans pouvoir dérouler ses activités économiques normales pendant 7 mois, c'est les résultats qu'on a vus en termes de chute pour la croissance du Niger par rapport à 2023. N'oublions pas également que ce n'étaient pas des sanctions de la CEDEAO seulement. Certains partenaires du Niger, évidemment la France, mais les États-Unis aussi, l'Union européenne, avaient coupé un certain nombre de collaborations avec le Niger qui avaient un caractère financier. Ça s'explique aussi parce que le régime militaire a dit de façon très claire la façon dont le Niger fonctionnait, 40% du budget de l'État provenait de l'extérieur. À ce moment, il y a une dépendance qui est là, qui fait que quand cet extérieur agit, la répercussion sur le Niger va être une répercussion extrêmement importante. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avec cette situation qui change, c'est les populations nigériennes, si les choses sont bien gérées, qui vont pouvoir en bénéficier, mais qu'on ne s'y trompe pas, le 10% ne va pas être vu immédiatement dans le panier de la ménagère, comme on le dit. Il faut toute une période de croissance. Bon, s'ils maintiennent leurs 10% sur 10 ans, vous allez voir le résultat sur le Niger si la bonne gouvernance suit. Selon des baromètres, le début des exportations du pétrole a ajouté un rôle essentiel dans le dynamisme économique du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait vrai. 90 000 barils par jour qui passent par le Bénin. Imaginez ce que ça représente à la fin de l'année. D'ailleurs, le Niger n'est pas le seul à bénéficier de cela. Le Sénégal en bénéficie, la Côte d'Ivoire a bénéficié, puisque ces deux pays également sont en train d'exploiter du pétrole. On les attend, Côte d'Ivoire comme Sénégal, presque à 10% également à cause de l'exploitation du pétrole. Mais on doit faire attention également avec ce pétrole, à deux niveaux. Le premier niveau, le pétrole se trouve souvent dans le sous-sol. Nous sommes le propriétaire, s'il faut le dire ainsi, du pétrole. Mais souvent, la recherche, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Le matériel qu'il faut pour pouvoir extraire le pétrole nous vient de l'extérieur. On le fait avec des pays, des puissances étrangères, ou bien avec des entreprises étrangères. Ce qui fait qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Quand nous produisons le pétrole, nous ne sommes pas propriétaires de l'intégralité du pétrole que nous avons produit. Puisqu'on a signé un contrat avec quelqu'un pour l'exploration, on signe un contrat avec quelqu'un pour l'exploitation également, mais cela gagne quelque chose. Donc il ne faut pas tromper les populations en faisant comme si tout le revenu du pétrole revient au pays. C'est le pétrole brut. C'est pourquoi on parle de PIB. C'est-à-dire c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut est différent du produit national brut. Parce que le produit intérieur brut, l'entreprise étrangère qui s'installe, qui travaille, qui gagne disons 100 milliards à la fin de l'année, il fait partie du produit intérieur brut. Mais quand il a fini de gagner ces 100 milliards, si le pays n'a pas des procédures pour l'amener à réinvestir une partie dans le pays, mais ce qu'il a gagné, il le ramène chez lui. En ce moment, sur le PIB, vous comptez ces 100 milliards, sur le produit national brut, vous ne comptez pas ces 100 milliards. Et ça, il faut que nos États travaillent là-dessus pour qu'on forme des gens, pour que la capacité technique soit là, mais qu'on mette ensemble également les opérateurs économiques pour que la capacité financière soit là, pour que ce soit les pays producteurs de pétrole, d'or, de gaz, qui exploitent eux-mêmes le pétrole, l'or et le gaz, pour être en ce moment effectivement propriétaires sur toute la ligne de ce qui va sortir du sous-sol. Parce que tant que ce ne sera pas ça, c'est un pourcentage que le pays gagne, et généralement ces contrats sont des contrats léoniens où l'aspect extérieur a tendance à prendre le dessus sur l'aspect local.
En termes d'aide au développement, l'institution de Bretton Woods est parvenue à un accord avec le gouvernement nigérien, ouvrant la porte au versement de plus de 70 millions de dollars. Oui, mais le Niger en a besoin, puisque le Niger sort de sanctions qui ont été des sanctions extrêmement rudes et difficiles pour les populations. N'oublions pas qu'avant le coup d'État, le Niger, comme tous nos autres pays, avait subi également le Covid. Après le Covid, nous avons tous subi ensemble la guerre avec l'Ukraine. Mais s'il s'y ajoute des sanctions, vous voyez que véritablement, on a mis ce pays dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan économique. Il faut dire quand même que le Fonds monétaire international était une des rares organisations internationales qui n'avait pas rompu les amarres avec le Niger. Mais ça fait qu'effectivement, obtenir cet accord a été quelque chose d'assez simple. Mais qu'on ne se trompe pas également, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, tout comme le FMI, sont dans nos pays plus pour veiller à ce qu'on gère nos pays, pour laisser de l'argent de côté, pour rembourser des milliards à la fin du mois au titre de la dette, que pour faire le développement de nos pays. Moi qui suis là, nous on fait partie des victimes de la Banque mondiale et du FMI. Je me rappelle, on était étudiants à l'époque, quand ils posaient ces concepts de structures qui apportent de l'argent, qui n'apportent pas de l'argent, on considérait que l'éducation n'était pas rentable d'un point de vue financier, la santé n'était pas un secteur rentable d'un point de vue financier, et tout le monde a vu les conséquences. Nous, à l'époque, on avait une bourse de 12 mois à l'université. La cité universitaire était ouverte pendant 12 mois. C'est le FMI et la Banque mondiale qui ont exigé que les bourses s'arrêtent avec l'année scolaire. Il n'y a plus de bourses de vacances. C'est eux qui ont exigé qu'on ferme les cités en disant que les étudiants sont là-bas, ils consomment de l'eau, de l'électricité, ils sont subventionnés pour la nourriture, ils ne payent pas. C'est eux qui bloquent les recrutements au niveau de la fonction publique, etc. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe également. Cette souveraineté de l'Afrique, il faut qu'on la fasse également devant ces institutions. Et à mon avis, la meilleure méthode ici, c'est que tous les pays africains s'accordent pour qu'on ose faire ce que Sankara avait dit. Refuser de payer la dette, parce qu'on a déjà payé la dette, on est en train de payer des éléments supplémentaires, des échelonnements, des rééchelonnements, etc. Bon, peut-être pas le faire comme Sankara l'avait dit, mais que les gens se rassemblent et qu'on pose ce problème de la dette qui finalement, au lieu de nous aider à nous développer, nous empêche de nous développer. Une croissance à deux chiffres, c'est quoi l'enjeu ici, de maintenir le cap? Oui, c'est un énorme enjeu. D'abord maintenir le cap, mais également on a ce problème sur les matières premières, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Si je prends le cas du pétrole, puisque ici avec le Niger, ce pétrole joue un rôle important dans cette forte croissance, si le prix du baril chute, le Niger va le ressentir fortement. Parce que n'oublions pas, on est sur une prévision. Si dans le cours de l'année, le prix du baril chute, le Niger va le sentir. S'il augmente, au contraire, la prévision sera revue à la hausse. Malheureusement, le baril est vendu en dollars. Une baisse du dollar va également avoir la même conséquence sur ce qui est attendu d'ici la fin de l'année. Vous avez ces aléas qui sont là, que malheureusement, nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi j'avais bien apprécié quand la Russie a décidé de dire aux gens, je vends maintenant mon pétrole avec ma monnaie. Il faudrait que nous, on aille un peu dans ce sens, créer notre monnaie, parce que c'est fondamental, et vendre notre pétrole avec notre monnaie pour que les fluctuations des autres ne viennent pas impacter ce produit que nous avons, que nous sommes en train de vendre, et finalement on est là, on n'est pas capable de pouvoir réagir. Alors que nous avons déjà des fluctuations qui nous créent des problèmes. Le Niger, comme une bonne partie des pays africains, sont des pays agricoles. Bon, nous dépendons pratiquement de la saison pluvieuse. S'il y a un aléa au niveau de la saison pluvieuse, mais les conséquences sont énormes sur les populations, et cette agriculture, dans beaucoup de nos pays, participe également à ce produit intérieur brut. Mamadou Diouf, on va aborder également cette crise entre le Niger et le Bénin, la frontière entre les deux pays actuellement fermée, et cela a des conséquences importantes sur les populations des deux pays. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il faut d'abord dire que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable ce qui se passe actuellement, où vous avez le plus souvent le président du Bénin qui parle, le premier ministre qui répond, un autre ministre qui répond, franchement, qu'ils montrent qu'ils sont des hommes d'État. Et la Chine qui tente parfois à la médiation. La Chine est obligée, je disais tout à l'heure que ce n'est pas nous-mêmes qui exploitons le pétrole, c'est la Chine qui exploite, donc c'est la Chine qui, d'un point de vue économique, parce que la Chine n'est ni le Bénin ni le Niger, mais c'est eux qui ont investi leur argent sur un certain nombre de choses, ils veulent rentabiliser. Aujourd'hui, le blocage
créer des problèmes parce que certainement, ils avaient leur business plan. Et c'était dit que sur telle période, il y aura ceci, sur telle période, il y aura cela. Avec cette crise actuellement, tout est bloqué. Mais pour moi, la Chine n'est pas la priorité. Le Niger est le voisin du Bénin. On appelle ça l'obligation géographique. On ne choisit pas la géographie. Il faut que ces deux pays acceptent qu'ils sont côte à côte et il y a une interdépendance entre nos pays, entre nos populations. Il faut assumer cela. La deuxième chose, on parle de croissance. Voilà un aléa qui risque de remettre en cause tout ce qu'on disait tout à l'heure si on reste encore à cette situation de blocage. Et cet aléa va créer des problèmes, pas seulement au Niger, mais également au Bénin. Le pétrole nigérien ne passe pas sur le territoire béninois de façon gratuite. Il y a un accord qui a été signé et dans cet accord, il y a une contrepartie pour le Bénin. Mais qui perd dans ça? Mais c'est aussi bien les populations du Niger que les populations du Bénin. Le président Siani, le président Talon, aucun d'entre eux ne va ni sentir ni subir les conséquences de l'arrêt de l'exploitation de ce oléoduc-là. Mais qu'il fasse un peu preuve quand même de hauteur en tant que chef d'État, que les deux chefs d'État se rencontrent, ils n'ont qu'à aplanir leurs problèmes avec médiation chinoise ou Union africaine ou je ne sais pas quoi. L'essentiel, c'est que ces ressources dont les populations ont tellement besoin, qu'on puisse permettre à ces ressources de circuler, qu'on puisse ouvrir les frontières également, puisque tout le monde le sait, dans nos frontières, il y a des populations qui passent, qui se débrouillent et qui par ça parviennent à tenir quand même pour elles-mêmes et pour leur famille. Et puis les données du FMI concernant ce projet pétrolier, l'enjeu n'est pas seulement vital que pour le Niger, mais aussi d'autres pays, vous le disiez tantôt. Mais tout à fait, puisque la production du pétrole, vous voyez actuellement, il y a même un enjeu environnemental, puisqu'on nous amène toujours des obstacles. Il y en a qui nous disent non, il ne faut pas que nous, on aille dans l'exploitation du pétrole, etc., parce que le pétrole pollue. Alors que ceux qui nous ont dit, nous disent ça, ont bâti tout ce qu'ils ont fait sur le même pétrole. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est bon que les gens aient une réponse d'ensemble, une réponse africaine, qu'on nous laisse. Nous ne sommes pas les plus gros pollueurs, mais on fera autant qu'on peut pour ne pas polluer, parce que nous n'avons pas envie de détruire la santé de nos propres populations, mais que ça ne soit pas d'autres qui viennent nous dire ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire par rapport à ce pétrole-là. Puisque eux, ils sont à un autre niveau, ils utilisent l'énergie atomique, etc. Bon, il ne faut pas qu'on veuille nous faire aller directement là-bas, alors qu'ils ont parcouru un chemin pour aller, qu'on nous laisse librement choisir notre chemin. Donc il y a tous ces aléas qui font il faut que ces pays producteurs de pétrole en Afrique créent un peu une sorte de OPEP Afrique et partent ensemble dans l'OPEP pour défendre cette particularité le marché africain. Tout à fait. Pour éviter d'aller toujours par un seul pays où, quand tu es là face à tout le reste du marché, bon, ta voix ne peut pas aller loin. Mais il faut qu'on apprenne, nous également, à savoir que quand on se met ensemble, on est plus fort. Pour le pétrole également, cela est valable. La croissance à deux chiffres intervient donc après un ralentissement de 4,2% en 2023. Après donc le coup d'État, c'était dû exclusivement aux sanctions économiques imposées par la CEDEAO à ce pays? Non, ce n'est pas seulement les sanctions économiques. Les sanctions économiques ont joué un rôle puisque ça entraînait presque une morosité. Vous vous rappelez, pendant un temps, quand on faisait quand vous voyez des reportages sur le Niger ou quand vous allez à la banque, vous ne pouvez pas retirer la quantité d'argent que vous voulez. Ça veut dire que l'activité économique était bloquée. Alors que c'est cette activité économique qui produit la croissance. Si vous la bloquez, ça va créer des problèmes. L'année 2023 également n'a pas été très bonne au Niger en termes d'agriculture, de résultats par rapport à l'agriculture, alors que comme dans une bonne partie de nos pays, le Niger, sur une grande partie, est plutôt agraire. Tous ces éléments y ont participé. Maintenant, le fait que le Niger va faire passer le pétrole par le Bénin, puisque c'est un projet qui était là depuis, l'aboutissement du projet entraîne une sorte de déclenchement qui amène les choses vers le haut, parce que 90 000 barils par jour, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez vu, les Chinois ont déjà donné une avance parce que l'affaire est là, c'est clair que ça va marcher. On a déjà payé pour le pétrole. Bon, c'est pourquoi je disais que les Chinois sont dérangés, parce que leur programme est actuellement bloqué. Mais pour moi, la Chine n'est pas le premier problème. Ça n'empêche pas à la Chine de continuer de fonctionner. C'est le Bénin et le Niger qui se retrouvent dans des situations plutôt difficiles. Et c'est à ça qu'il faut penser pour résoudre ce problème, pour que ce pétrole puisse passer
par le Bénin, comme cela a été prévu. Merci, Mawade Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de décryptage.